Bonjour à toutes et tous qui nous rejoignez pour ce webinaire sur la formation à la rédaction d'une COP COE. On va attendre encore quelques minutes que tout le monde se connecte. Bonjour à toutes et tous. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à être connectés pour notre webinaire. On va pouvoir commencer dans quelques instants, le temps que tout le monde se connecte. On peut déjà peut-être commencer par procéder à un petit test sur le niveau sonore. Voici un peu notre plateforme GoToWebinar, comment elle fonctionne. Donc, tous les micros sont coupés pour éviter les bruits parasites. Mais vous pouvez poser vos questions tout au long dans la fenêtre de chat avec l'onglet questions. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et dans l'onglet chat. Donc, peut peut-être faire un test technique d'ailleurs. Si vous m'entendez, n'hésitez pas à l'indiquer dans la fenêtre de chat. Hop, je vois des retours. Ok, donc apparemment ça a l'air bon au niveau du son. Super, merci pour vos retours. On va pouvoir commencer. Hop, ça fera venir les personnes qui sont en train de se connecter. Alors, moi, je vais allumer ma caméra une seconde, ce sera plus simple. Hop, pour juste me présenter. Donc, je suis Morgane Graffion, je travaille au Global Compact France depuis 4 ans maintenant et je suis en charge notamment du Club Advanced et des entreprises qui reportent au niveau GC Advanced dont on parlera un peu plus tard. Donc, je vais maintenant couper la caméra pour avoir une meilleure connexion et je vous dis bonjour à chacun et chacune. Hop. Alors, au programme de ce webinaire sur la rédaction des communications du Global Compact, on reverra dans les grandes lignes ce qu'est le Global Compact pour peut-être les personnes qui ne connaissent pas, mais je pense que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, la grande majorité. On verra justement c'est quoi les communications sur le progrès et les communications sur l'engagement, comment ça fonctionne, quelles sont les attentes de ce reporting qui est propre au Global Compact des Nations Unies. On abordera aussi rapidement les objectifs de développement durable des Nations Unies, qui est le nouvel agenda des Nations Unies à 2030, dont on entend beaucoup parler, et on verra à quoi cela correspond. Quelques informations pratiques sur la COP, et puis on aura bien sûr un temps de questions-réponses en fin de session. Donc n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans la fenêtre de chat en bas à droite, j'y prendrai connaissance en fin de session, et vous aurez les slides bien sûr à l'issue de cette présentation. Donc, je vous transmettrai les slides de tout cela. Donc, Morgane Graffion, chargée de mission RSE au Global Compact France. On en a déjà parlé rapidement. Et donc, on est une équipe de 6 personnes, nous, en France, pour information. Alors, qu'est-ce que le Global Compact, déjà, pour commencer, les petits rappels toujours utiles.
Donc le Global Compact a été lancé en 2000 par Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, et on voit également Ban Ki-moon et Antonio Guterres qui ont été ou qui sont l'actuel secrétaire général des Nations Unies. Donc c'est une plateforme d'échange d'action collective et aujourd'hui c'est la plus grande plateforme mondiale, initiative mondiale en termes de développement durable qui rassemble de nombreux acteurs, en grande majorité des entreprises, mais aussi des acteurs de la société civile, des villes, des écoles, des ONG par exemple, qui sont présentes. Et il est basé sur 10 principes, tout d'abord que nous allons revoir, et aligné évidemment avec les grands plans d'action mondiaux qui sont liés à l'ONU, que ce soit l'accord de Paris sur le climat ou l'agenda 2030. Donc nous, notre rôle au Global Compact, ça va être aussi de relayer ces initiatives onusiennes et de montrer en quoi elles peuvent être pertinentes pour les entreprises et comment elles peuvent s'y référer. Donc, ce sont nos 10 principes. On fête nos 20 ans aujourd'hui au Global Compact, créé en 2000. Et à la base, c'était 10 principes sur lesquels les entreprises ont été appelées, et le sont toujours, à s'engager. Et vous-même, membre du Global Compact, vous devez donc vous engager sur ces 10 principes, qui sont eux-mêmes basés sur les grands textes internationaux, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les conventions de l'Organisation internationale du travail, etc., etc. Et ces 10 principes donc, doivent être intégrés dans l'entreprise et doivent être également reportés. Donc, on doit avoir un reporting public sur ce qui est fait. Et c'est l'objet de notre webinaire du jour, le reporting avec les communications sur le progrès ou sur l'engagement. Quelques chiffres rapides. Aujourd'hui, le Global Compact, c'est plus de 10 000 entreprises qui sont engagées et 3 500 organisations à but non lucratif. Donc ça, c'est les chiffres à date, avec plus de 160 pays qui sont impliqués et 69 réseaux locaux dans le monde. Donc, une initiative très présente à l'international, évidemment, et qui rassemble, on estime, donc le plus large nombre d'entreprises engagées en termes de responsabilité sociétale. Donc, quand on rejoint le Global Compact, les engagements, c'est d'abord un engagement personnel et public du dirigeant, d'intégrer les principes, on en a parlé, de communiquer régulièrement sur ce qui est fait justement à ce niveau-là. Et enfin, on appelle aussi les entreprises à faire campagne en faveur des principes du Global Compact, que ce soit auprès de leurs fournisseurs, clients, sociétés civiles, etc. En France, pour resituer aussi en quelques chiffres clés, c'est 1300 adhérents, dont 1200 entreprises. Donc nous, on a un réseau qui fonctionne beaucoup avec les entreprises et qui en rassemble énormément. Et c'est 60% de PME. Donc, c'est pas uniquement les grandes entreprises et le CAC 40. On a quand même de nombreuses PME qui sont présentes et c'est aussi à noter. Et pour finir, 20 entreprises ambassadrices. Ça, c'est un programme qu'on a mis en place depuis 2 ans. Donc, on a des entreprises qui sont ambassadrices en région et qui sont là pour relayer aussi nos actions de façon plus locale. Voilà pour la petite introduction. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Les communications sur le progrès, communication sur l'engagement, qu'est-ce que c'est? Donc, les objectifs de ces reportings spécifiques au Global Compact, c'est un reporting public. Ça permet de structurer sa démarche en formalisant sa stratégie, de construire une feuille de route, de mettre en place une démarche de progrès. Et puis, il y a vraiment cette idée de transparence et de dialoguer avec ses parties prenantes. Voilà les objectifs de ce reporting, puisque tout est public. Tous l'historique des communications sur le progrès ou sur l'engagement sont disponibles sur le site du Global Compact et on peut les consulter librement et gratuitement. Le format. Donc, le format est plutôt libre. Ce qui est attendu, voilà, on va le voir, mais le format est libre. Alors, j'essaie juste de baisser le panneau. Hop, excusez-moi. Alors, donc le format, c'est une publication annuelle ou tous les 2 ans. Donc, la publication tous les ans, ça va être pour les communications sur le progrès. Donc, la communication sur le progrès, elle concerne les entreprises. La communication sur l'engagement, c'est à peu près le même format, elle concerne, elle, les organisations à but non lucratif, mais elle est attendue tous les 2 ans. Toutes les langues peuvent être utilisées dans la formalisation de ce rapport.
Donc, vous pouvez mettre en plusieurs langues, il n'y a aucun souci. C'est pas obligé de le faire en anglais, même si le siège est à New York, il n'y a aucune obligation, ça peut être uniquement en français. Le format du document est donc libre. Après, nous, on appelle les entreprises à plutôt utiliser des documents qui sont déjà existants pour éviter qu'elles perdent beaucoup de temps dans ces reportings. On sait que ça prend un certain temps, que ça a des coûts, donc utilisez plutôt les rapports existants. Et s'il n'existe pas, ça peut être l'occasion de créer un rapport qui va pouvoir être utilisé pour valoriser vos actions. Donc ça peut être un PDF, un PowerPoint, des infographies, un rapport RSE qui existe déjà, une déclaration de performance extra-financière qui existe déjà pour les entreprises qui sont soumises à cette obligation, etc. Donc le format est libre, mais ce qui doit ressortir impérativement, c'est la déclaration, le renouvellement de l'engagement du dirigeant, donc qui doit être signé par le dirigeant, justement. Cette déclaration doit être présente chaque année. Elle est renouvelée chaque année, elle doit être présente dans la COP. En 2, la description des actions pratiques, donc c'est quoi vos actions autour des 4 thèmes. Et en 3, c'est comment vous intégrez, c'est en fait s'il y a la présence d'indicateurs, tout simplement. Donc, on doit avoir le renouvellement de l'engagement du dirigeant, la description des actions pratiques et l'intégration de mesures de performance et d'indicateurs chiffrés. Hop. Donc, pour revoir les 3 prérequis de façon plus concrète, le renouvellement de l'engagement du dirigeant, on réaffirme l'engagement du plus haut niveau de l'entreprise envers le Global Compact. Donc, ça peut être une lettre avec l'entête de la société ou un édito qui existe déjà et on va juste avoir une mention qui dit voilà, mon entreprise est membre depuis tant d'années au Global Compact et cette année encore, nous renouvelons notre engagement vers le Global Compact et ses 10 principes. Donc voilà, vous avez des exemples sur rappeler les valeurs de l'entreprise, etc. L'idée que ce soit une lettre qui soit évidemment personnalisée avec le style du dirigeant et les valeurs de la société. Donc voilà 2 exemples concrets. On avait l'exemple de La Redoute avec les coprésidents de La Redoute justement qui ont cette lettre qui est présente dans leur communication sur le progrès, qui rappelle voilà l'historique de l'entreprise, pourquoi ils ont rejoint le Global Compact, les principes qui sont voilà en résonance avec leurs piliers RSE, etc. Donc c'est assez intéressant et évidemment il y a le renouvellement de cet engagement qui est présent aussi. Pareil du côté du groupe Bell. Avec donc le PDG Antoine Fivet. Là, c'est un édito qui est intégré dans leur communication sur le progrès et avec cette déclaration qui est assez claire aussi, qui est présente. Donc ça, vous aurez bien sûr les slides à disposition. Ensuite, ce qui est prérequis, c'est vraiment de décrire comment vous implantez les 10 principes dans votre entreprise, dans vos pratiques et tout au long de la chaîne de valeur. Donc ça va être voilà chaque année, qu'est-ce que vous avez fait autour des 4 thèmes, droits de l'homme, normes du travail, environnement, lutte contre la corruption. Et on va voir quelques exemples plus tard. Et en 3, intégrer donc des mesures de performance et des indicateurs chiffrés. Donc là, ce qu'on veut, c'est des indicateurs de suivi, qu'ils soient qualitatifs ou quantitatifs, pour montrer cette démarche de progrès, les évolutions, etc. Un petit focus maintenant sur les différents niveaux de reporting. Donc, on a le niveau learner, le niveau active, le niveau GC Advance. Donc ça, c'est les 3 niveaux de reporting au Global Compact. Le niveau learner, c'est uniquement la première année. C'est uniquement la première année. Donc, on ne peut pas le faire les autres années. Ce qu'on demande, c'est donc l'engagement du dirigeant, le renouvellement de l'engagement du dirigeant, des actions sur les 4 thèmes, sur au moins 2 des 4 thèmes, pardon, et des indicateurs qui sont aussi présents. Ensuite, sur le niveau actif, on va avoir aussi l'engagement du dirigeant, des actions et des indicateurs, cette fois sur les 4 thèmes. Donc là, on veut les 2. Et ça, c'est ce qui correspond à peu près 80-90%, donc 85%, on va dire, des entreprises qui reportent à ce niveau GC actif. Et enfin, le niveau GC Advance, c'est les mêmes exigences qu'au niveau actif, c'est-à-dire le renouvellement de l'engagement du dirigeant, des actions autour des 4 thèmes et des indicateurs aussi de suivi pour les 4 thèmes. Et en plus de tout cela, donc de ces prérequis, on demande que les informations de la COP soient revues par un tiers externe. Donc ça, c'est ce qui n'est pas demandé pour les autres.
On demande aussi quels sont les standards de transparence qui sont présents. Par exemple, est-ce que vous utilisez les indicateurs GRI? Est-ce que vous faites un reporting intégré, ce genre de choses? Et enfin, on demande aussi donc une bonne pratique pour chacun des 21 critères. Donc, ces 21 critères sont des critères complémentaires des 4 thèmes et on va plus loin dans la démarche. Si vous voulez plus d'informations sur ce niveau, il y a un webinaire qui est dédié et des guides également sur notre site. On ne va pas s'attarder dessus aujourd'hui. Et donc, ce niveau Advance, pour finir, il va concerner 10% des entreprises en France à peu près qui qualifient leur COP à ce niveau-là. Donc, l'idée, c'est d'avoir une démarche de progrès, en fait. On va faire ça au fur et à mesure, selon sa maturité, ses moyens, ce qu'on veut mettre en place. C'est vraiment l'idée d'avoir une progression graduelle vers le niveau Advance, par exemple, ou pas nécessairement. C'est vraiment à cette entreprise de voir, mais on a en tête cet aspect de progression. À noter que pour vous accompagner dans cette démarche de progrès, au Global Compact, on propose des relectures de ces communications sur le progrès ou communications sur l'engagement. C'est tout à fait quelque chose qu'on fait ici. Donc, il suffit de nous l'envoyer au moins 3 semaines avant la date de la publication pour qu'on ait le temps de se répartir dans l'équipe cette relecture de COP, COE. Et ça vous permet d'avoir un regard externe, de voir des petites idées d'évolution. On peut aussi vous rediriger vers des COP intéressantes. Et c'est toujours pertinent pour vous. Et c'est ça fait partie de nos activités liées à votre adhésion, évidemment. Pour aller plus loin dans tout ça, n'hésitez surtout pas à aller voir nos guides pratiques qui sont disponibles dans notre bibliothèque documentaire. Donc, il y a des guides sur la rédaction des COP au niveau Advanced, au niveau Active et Learner qui sont en même temps, où on vous redécrit qu'est-ce qui est attendu, des exemples d'actions possibles et des entreprises aussi des exemples d'entreprises. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Des guides aussi pour publier les COP et les COE. Et n'hésitez pas à aller vous inspirer donc d'autres reportings, que ce soit les lauréats des trophées annuels des meilleures communications, vous avez les liens ici, ou aller chercher dans notre moteur de recherche une entreprise en particulier ou des secteurs, etc. et vous inspirer de ce qui est fait. Voilà pour un peu les exemples qu'on a, qui sont disponibles dans notre bibliothèque. Maintenant, on va voir un peu concrètement qu'est-ce qui est attendu avec des exemples d'entreprises. Ce sera plus parlant. Alors, je vois que quelqu'un réagit. Hop, je regarde si c'est pas un problème de son. Alors, je répondrai après. Donc, la structure simple. Donc ça, c'est un exemple de comment vous pouvez construire votre communication sur le progrès. Donc, ça peut être, ça c'est une proposition, mais après, c'est pas forcément nécessaire. C'est de donc construire votre rapport autour des 4 thèmes du Global Compact. Pour l'homme, dans du travail, environnement, lutte contre la corruption, ça peut être un moyen de le faire. Ou alors repartir directement de vos piliers RSE si vous en avez déjà, ça peut être un autre moyen aussi. Hop. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir une approche qui va être, selon ce que vous prenez par vos thèmes RSE ou par les thèmes du Global Compact, d'avoir une évaluation, de décrire la politique qui est en place, ensuite comment elle est mise en œuvre, et enfin, quels sont les résultats que vous pouvez voir à ce sujet. On va rentrer dans le concret, ce sera plus parlant. Donc, si on prend la thématique des droits de l'homme, là, on vous a rappelé les 2 principes relatifs aux droits humains. Donc, c'est promouvoir et respecter la protection du droit relatif aux droits de l'homme et veiller à ne pas se rendre complice de la violation des droits de l'homme. Donc, on a à la fois comment vous promouvez ces droits humains et comment vous n'êtes pas complice, ça va être aussi concernant votre chaîne de valeur finalement. Donc, en termes de politique en place, ce qui peut être intéressant de citer au niveau des droits humains, c'est est-ce que vous déclarez de façon publique un soutien à la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, ou à d'autres textes? Est-ce qu'il y a une politique écrite sur ce que vous faites en termes de droits humains, que ce soit un code de conduite, une charte éthique? Ça, c'est ce qu'on retrouve assez classiquement. Est-ce que vous avez des attentes envers les fournisseurs, etc., sur leurs actions à ce sujet? Est-ce que vous évaluez les risques? Par exemple, vous êtes présent dans certains pays, etc. Est-ce que vous avez des choses qui sont en place?
Est-ce que vous avez aussi une politique, par exemple, sur la protection des données personnelles, donc RGPD, ça c'est une information intéressante également. Sur la mise en œuvre concrète autour des droits de l'homme, est-ce que vous avez en place, par exemple, un système d'alerte en cas de... Voilà, un système d'alerte qui est en place, qui peut être sur multi-sujets. Est-ce que vous sensibilisez, vous formez vos employés à ces sujets? Est-ce que vous dialoguez avec vos parties prenantes? Quels sont aussi, est-ce que vous avez notamment, selon votre secteur, des audits dans certaines usines qui sont mis en place? Et aussi, toutes les actions finalement de philanthropie avec des associations ou des ONG, ça va rentrer dans cet aspect droits humains. Donc, par exemple, une course solidaire, des dons avec des banques alimentaires, l'organisation de dons du sang, etc., du mécénat de compétences, du bénévolat, des dons en nature financiers, tout ça, ça rentre dans l'aspect mise en œuvre de la politique droits humains. J'ai une question sur les slides, vous les aurez bien, hein, je le répète. Pour la mesure des résultats, bah, ça va être finalement, est-ce que vous avez des incidents qui ont été vus? Qu'est-ce que vous avez réglé par rapport à ça? Le nombre d'indicateurs qui ont été faits? En termes d'indicateurs, ça peut être aussi, bah voilà, vous avez par exemple fait une collecte avec de vêtements professionnels avec la cravate solidaire, bah, c'est quoi les montants, etc. Ça peut être tout ce genre de choses aussi, hein, de façon plus triviale, on va dire. Donc voilà des exemples plus parlants. Là, c'était Loc Maria Biscuit, donc qui est une entreprise. Donc c'est le groupe Galapagos en réalité qui fait notamment les Gavottes, etc., Traumad. Donc c'est c'est une entreprise assez petite et voilà, là ils ont exposé les projets de solidarité qu'ils ont pu mettre en place. On voit ce qui est détaillé et aussi quelques chiffres. Donc ça, vous aurez ces infos-là. On avait l'exemple de Vernier Hydro, qui est une PME spécialisée dans l'accès à l'eau, notamment avec la mise en place de fontaines, etc., dans les pays africains notamment. Et donc voilà, ils ont mis en avant les choses qu'ils mettaient déjà en place, qui reconnaissent que l'eau est un droit fondamental par l'ONU, par la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Et puis après, on a des chiffres concrets sur les actions qu'ils ont pu mettre en place par rapport à tout cela. Le groupe Bell, qui est lui une grande entreprise. Donc c'est comment ils mettent en avant le respect. Donc là, on est sur le droit des enfants, qui fait partie des droits humains évidemment. Donc on a une fondation dont ils font part. Ils font référence aussi aux 10 principes spécifiques qui sont sur les droits de l'enfant et des entreprises, qui sont portés par UNICEF, Save the Children et le Global Compact. Voilà, la charte de communication responsable, la référence à des conventions de l'OIT, etc. Là, on avait le groupe MAN, qui soutient le droit à la santé. Donc ça, le droit à la santé, ça fait partie des droits humains également. Et voilà, ils ont mis en place en fait une aide, un accès aux soins médicaux sur leur site en Indonésie, qui est accessible pour les salariés et pour les villageois autour également. Voilà, pour ça, c'était pour l'aspect droit de l'homme. Maintenant, si on passe aux normes du travail, donc on voit que les principes portent à la fois sur la négociation collective, le travail forcé, le travail des enfants, et toute la discrimination en matière d'emploi. Donc finalement, ici, on va retrouver tous les aspects RH aussi, antidiscrimination et sociaux au sens large, qui sont liés au travail. Donc ça va être, voilà, en termes de politique, c'est quoi, à quelle convention vous faites référence, etc. C'est important de mettre en avant ces textes-là. Tout ce qui va être fait aussi en termes de droit d'association. Comment vous adressez aux fournisseurs? Est-ce que vous avez aussi une politique écrite en termes d'antidiscrimination, par exemple? Voilà, après, ça va être... C'est vrai qu'en France, on a quand même une loi du travail qui est assez mieux-disante que d'autres pays. Donc, on aura pas mal de choses à dire à ce niveau-là. Mais voilà, c'est important d'en parler aussi au niveau des fournisseurs. Puis, on va être tout ce qui est bien-être au travail, la santé, la sécurité, évidemment. En termes de mise en œuvre, ça va être pareil, la sensibilisation, la formation, c'est quoi l'aspect santé-sécurité au travail, voilà, décrire les actions de façon plus concrète, les baromètres aussi que vous pouvez mettre en place, des enquêtes aussi du climat interne, les accords cadres internationaux ou d'autres choses, hein, ça va être tous ces aspects-là qu'on va décrire.
Et sur les indicateurs, le suivi des résultats, bah, ça va être classiquement des choses qu'on peut retrouver dans le bilan social, sur des données sur la main-d'œuvre, etc., le taux de formation, évidemment. Donc voilà, tout ce genre de choses qu'on va retrouver ici. Et si on prend des exemples plus concrets, donc là, on avait l'exemple de Desmazières, qui est une entreprise plutôt dans l'agroalimentaire et qui, eux, décrivent ce qu'ils ont mis en place en termes de dialogue social, de management de proximité, parlent de certaines conventions de l'OIT, des réunions qu'il y a pu avoir, des revues de direction, etc. Voilà comme exemple, selon la taille de l'entreprise. L'entreprise tire Henri Dubois, donc là on a un tableau d'indicateurs de performance qui est aussi disponible ici. Donc avec des données assez classiques. Et le groupe SAB, donc ça c'est un exemple assez intéressant aussi, c'est les avantages sociaux, donc c'est depuis 2011, c'est pas en 2011, c'est renouvelé. Donc l'idée c'est que c'est une entreprise qui a des filiales en Tunisie et au Liban, et le siège est en France, et l'idée c'était d'homogénéiser un peu, de lisser les différences entre les différents pays. Donc typiquement, on sait qu'en France, voilà, il y a au moins 5 semaines de congés payés, et dans d'autres pays, c'est souvent en effet moins. Et donc ce qui a été fait, c'est que des journées supplémentaires de congés ont été accordées. Donc c'était le fait d'aller au-delà de la loi locale avec des journées de congés supplémentaires, une contribution financière sous forme de forfait repas dans ces filiales, des visites médicales pré-embauche, etc., qui sont faites et qui sont proposées. Donc ça, c'est aussi un exemple assez éclairant. Et la Redoute sur la lutte contre la discrimination. Donc là, on avait des exemples sur leur service client qui est accessible, le recrutement aussi sur les métiers logistiques avec une entreprise adaptée, etc. Et puis on voit des chiffres qui sont présentés. Pour l'aspect environnement, maintenant, hop, ça va être quelle est l'empreinte en fait de l'entreprise, est-ce qu'elle fait référence à est-ce qu'elle a une politique climat par exemple ou environnementale qui est en place. Il y a des initiatives collectives telles que Science Based Targets, ça c'est une initiative qui permet qui appelle les entreprises à mettre en place des objectifs de réduction de leurs gaz à effet de serre qui soient cohérents et en accord avec la science et l'accord de Paris. Donc ça va être ce genre de choses par exemple. Est-ce que vous demandez aussi à vos fournisseurs, etc. Donc comment on sensibilise en interne à ces sujets et on forme aussi. Quelles sont les politiques en termes de recyclage, les consommations des ressources, comment elles sont suivies, les différentes donc sensibilisation, on en a parlé, la visioconférence, les transports en commun, avec aussi l'aspect Green IT maintenant qui a à prendre en compte sur l'impact qu'on peut avoir sur tout cela. Les actions en faveur de la biodiversité, par exemple, tout ça, ça peut être des types d'actions. Et sur la mesure des résultats, voilà, donc on a parlé de Green IT, ça va être les chiffres autour de tout ça. Classiquement, sur l'aspect environnemental, il n'y a pas forcément trop de sujets là-dessus. Donc là, on avait l'exemple de Bonduel qui met en avant les enjeux qu'ils ont mis en place pour réduire leurs impacts environnementaux sur toute la chaîne de valeur. Ces faits environnement sur la protection de la biodiversité, par exemple. Donc voilà, ils ont un programme Action durable à ce sujet. Ils ont des mécénats en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle, le Parc zoologique de Paris, des partenariats avec d'autres ONG, LPO, Action Nature, etc. Et on voit donc comment ils mettent en avant cette thématique de la biodiversité dans leur reporting. Le groupe Setup, qui est une PME dans les transports, elle aussi a une politique environnementale qui est formalisée. Ils sont signataires de la charte CO2 de l'ADEME. Ils ont signé d'autres initiatives sur le climat, le recyclage, etc. Voilà, il y a aussi un système de management environnemental avec la norme ISO 14001 qui est mis en place. Donc ça donne aussi une idée du suivi qui a pu être fait, et puis il y a des résultats qui sont mis en avant. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est aussi d'aller dans l'étape de formaliser des objectifs à date et à moyen long terme.
Et sur l'anticorruption, le 4e thème, bah, ça va être, voilà, est-ce qu'il y a des déclarations de soutien à certaines conventions au niveau de l'anticorruption? Est-ce qu'il y a une politique de tolérance zéro qui est présente? Une charte éthique qui va mettre en avant c'est quoi les attentes, etc. Comment vous adressez encore une fois aux fournisseurs et tout ce genre de sujets. En termes d'action de mise en œuvre, ça va être est-ce qu'on identifie les collaborateurs qui ont un poste à plus grand risque d'exposition, typiquement les commerciaux, les acheteurs qui vont être plus exposés, etc. Est-ce qu'il y a un code de conduite donc qui est en place, on en a parlé, une procédure d'achat responsable, une politique cadeau, ça va être ce genre de choses. Est-ce qu'il y a un comité éthique? Est-ce que vous avez aussi un mécanisme de lanceur d'alerte ou whistleblowing en anglais sur voilà les possibilités de remonter des alertes sur ce thème d'anticorruption ou d'autres d'ailleurs qui soient accessibles en interne comme en externe et qui garantit la confidentialité, les formations des employés, etc., etc. Et puis après, bah, ça va être les résultats. Est-ce que vous avez signé le code de conduite? Les collaborateurs l'ont signé, etc. La sensibilisation, la cartographie des risques de corruption par pays, etc. Hop. Donc là, on avait l'exemple de GSE, donc qui est une PME dans l'immobilier d'entreprise. Donc voilà, ils parlent de leur charte d'éthique avec les différentes thématiques qui sont présentes, la présence d'un référent éthique, etc. Voilà un peu, et puis des chiffres clés. Le groupe Marc, qui est lui, qui produit des vêtements notamment pour l'armée, donc des vêtements professionnels, et qui voilà met en avant les formations qu'il a pu mettre en œuvre, les alertes, etc. Qui sont remontées. Et le groupe L'Oréal, donc qui lui va sensibiliser les collaborateurs aux enjeux éthiques anticorruption, donc avec des e-learning qui sont suivis pour chaque nouvel entrant, une enquête interne, des réseaux de correspondants, etc. et les différents résultats qu'on peut retrouver. Le groupe Mademoiselle Dessert, de leur côté, donc eux, ils ont mis une charte éthique illustrée, un peu comme un roman photo, qui est pas mal fait. Donc pour illustrer un peu, par exemple sur le travail des enfants, bah, on voit un des enfants des salariés qui est en train de pousser un chariot, etc. Enfin, c'est assez fin comment ça a été fait et puis ça fait réagir et ça fonctionne pas mal. Et puis voilà, ça a permis de sensibiliser de façon plus ludique les salariés à ces sujets qui sont d'importance. Et Atmotera, donc là c'est une entreprise, une micro-entreprise qui refuse tout cadeau. Donc là ça va encore plus loin, c'était un exemple. Même en tant que micro-entreprise, évidemment, on peut faire des choses. Alors, avant de répondre aux questions, un petit focus sur les objectifs de développement durable des Nations Unies, qui sont aussi voilà, le nouvel agenda onusien à 2030, il y a des questions sur ce sujet dans les communications sur le progrès qui sont également présentes. Donc déjà, là, on a les 17 objectifs de développement durable qui sont présents sur le côté. Donc, il y en a 17, ils sont jusqu'à 2030, et les 193 pays des Nations Unies les ont adoptés en 2015. Et on voit que voilà, c'est des thèmes assez larges. Sur le côté social, il y a la lutte contre la pauvreté, la faim zéro, on a des aspects environnementaux, sur la vie aquatique par exemple, l'aspect plus économique avec l'innovation, donc le DD9, industrie, innovation et infrastructure, le DD8 sur le travail décent et la croissance économique, etc. Et donc on voit qu'il y a les 4 thèmes, droits de l'homme, normes du travail, environnement, lutte contre la corruption, qui sont donc ah oui, on peut faire ça. Voilà, moi, ces 4 thèmes ici qui sont présents. Et on voit, par exemple, sur l'aspect droits de l'homme, bah, ça va couvrir les ODD 1 à 8, 10, 11 et 16, 17 notamment. C'est de se dire, en fait, que ces ODD-là sont transverses et quand on contribue aux 10 principes du Global Compact, on contribue déjà en partie à ces objectifs de développement durable. Donc, nous, notre rôle au Global Compact, c'est vraiment de mobiliser le secteur privé et de traduire ces ODD en langage business. Et les 10 principes du Global Compact, ça reste évidemment
ce sur quoi vous devez reporter de manière prioritaire et les attentes qui sont présentes. Hop. Et on a donc 2 questions qui sont présentes depuis 2016 sur ces ODD. Donc, ça va être parmi ces ODD, lesquels sont intégrés dans votre COP, lesquels sont présents. Donc, ça, c'est des questions pour l'instant qui sont toujours facultatives. Et vous pouvez cocher ce que vous faites. Et ensuite, quelles sont les actions que vous menez par rapport à cela. Hop. Donc là, on avait des exemples du groupe Suez qui met en avant donc ces objectifs de développement durable et qui parle de sa contribution en 3 dimensions. Donc d'abord, ça va être les ODD qui sont plutôt liés au cœur de métier sur lequel l'entreprise est moteur, donc va vraiment essayer d'agir et sur lesquels elle va avoir le plus d'actions possibles. Le côté être engagé, ça va être là où l'entreprise considère qu'il va y avoir des nouvelles opportunités qui sont intéressantes pour elle et qu'elle doit s'en saisir. Et être vigilant, ça va être les autres objectifs qui sont importants aussi. Il faut toujours avoir une vigilance sur cela puisque ça peut avoir des impacts concrets pour l'entreprise. Hop. Et là, donc c'était l'exemple de Rémi Cointreau qui a fait une matrice de matérialité avec donc ils ont interrogé donc en interne, la vision de certaines personnes sur les parties prenantes. Donc par exemple, le directeur financier a donné son avis par rapport aux attentes des investisseurs, etc. Donc là, c'est les attentes des parties prenantes qui sont exprimées ici. Et là, c'était les interrogations uniquement en interne. Et donc, on arrive à ce quart ici où ce sont les actions sur lesquelles Rémi Cointreau est le plus attendu en interne comme en externe et va agir. Donc, on avait, il a pris l'ODD 15 sur l'agriculture, et à relier ça à leurs actions, eux, en termes d'agriculture raisonnée, l'ODD 3 sur, selon eux, la consommation responsable d'alcool, etc. Et ce qui est intéressant à noter surtout, c'est que certains de ces objectifs, il y en a 5 qui sont finalement associés à des membres du COMEX et ils ont une partie de leur rémunération variable qui est indexée sur leur attente. Donc ça, c'était pour vous présenter des exemples d'actions sur les ODD. Et pour aller plus loin sur tout ça, donc on a des publications qui sont disponibles en ligne sur ces objectifs de développement durable, des ateliers, des outils numériques aussi, un e-learning par exemple, qui est ODD, c'est pas compliqué, qui est assez intéressant pour aller plus loin et comprendre justement comment ça fonctionne et sensibiliser en interne, c'est totalement gratuit. Des outils, autres outils qui sont présents aussi, on va pas s'attarder forcément dessus, mais vous avez tout sur notre site, donc n'hésitez pas à y aller. Et les ateliers, pour l'instant, ils étaient en présentiel, et on va voir comment les mettre en ligne potentiellement. Hop. Et pour finir, avant les questions, donc les informations pratiques. Donc, comment on publie une fois qu'on a mis en place la COP, qu'on a rédigé, etc., qu'on a recueilli la lettre du dirigeant, le renouvellement de l'engagement, qu'on a décrit nos actions, qu'on a mis des indicateurs, comment on la publie? Donc, vous avez un profil sur le site du Global Compact, donc il suffit de se connecter, s'identifier. Si vous avez un doute sur ça, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà votre tableau de bord sur l'entreprise. Donc, vous avez ces différents onglets et l'onglet qui va nous intéresser, c'est l'onglet COP ou l'onglet COE si vous êtes une organisation à but non lucratif. Donc là, on va choisir son mode de reporting. Donc, on a Express, Basic, Active, Advanced. Le mode Express, c'est pour les plus petites entreprises, mais on ne vous le recommande pas du tout de l'utiliser puisqu'il suffit de cocher uniquement des cases et on n'est pas de document en annexe et c'est considéré comme un reporting, mais nous, on trouve que c'est vraiment pas la meilleure façon d'être transparent et de montrer ce que vous faites. Donc, on ne vous conseille pas du tout d'utiliser ce mode-là. Le mode basique, ça va être du texte à rentrer directement dans l'outil et ça va générer un rapport. Ça peut être une voie intéressante, mais nous, on pense que c'est pas forcément très pratique pour diffuser l'information en dehors du Global Compact et que ça manque un peu aussi d'illustration, etc. Donc, on vous a
on vous invite plutôt à utiliser l'onglet GC Active, et c'est là où vous allez pouvoir publier vos COP au niveau learner ou active. Et enfin, GC Advance, on en a parlé tout à l'heure, c'est là pour le reporting le plus avancé, mais qui demande d'aller beaucoup plus loin et d'avoir donc les formations qui soient revues par un tiers externe, d'aller dans les 21 critères, etc. Et donc ça, si vous voulez plus d'infos, on a nos guides aussi en ligne. Donc voilà, on a parlé de tout ça ici. Et donc en fait, concrètement, c'est quand on est au niveau GC Active ou GC Learner, on va cocher les cases d'auto-évaluation. Ça va être, est-ce qu'il y a une déclaration de renouvellement d'engagement du dirigeant? Est-ce que vous avez traité les 4 thèmes, oui ou non? Si vous n'en avez fait que 2, vous serez au niveau learner. Et enfin, est-ce que vous avez des indicateurs chiffrés, oui ou non? Ensuite, on annexe le document, donc la COP en tant que telle, qui contient toutes les informations qu'on vient de cocher. Et ensuite, on appuie sur publier et tout est en ligne. Donc voilà comment ça fonctionne pour les niveaux actifs. Et le niveau GC Advance, il y a beaucoup plus de questions et il y a ces 21 critères auxquels il faut répondre et prouver à chaque fois pourquoi on a mis pourquoi on a répondu à ces critères-là. Hop. Et COE, il y a uniquement que le mode, il n'y a pas de niveau de reporting pour les organisations à but non lucratif, donc ça va être juste répondre le renouvellement de l'engagement du dirigeant et les 4 thèmes, et puis on charge directement la lettre. Hop. Quelques infos utiles aussi, si vous avez du retard, par exemple, il faut savoir que quand vous venez de rentrer au Global Compact, si vous êtes arrivé, par exemple, le 22 octobre 2020, et vous aurez 1 an pour publier la première communication sur le progrès, donc le 21 octobre 2021. Imaginons que vous êtes, vous arrivez autour d'octobre 2021, en fait, il y a eu des changements dans l'équipe, etc. Vous n'avez pas pu avancer sur ça, vous allez avoir un peu de retard. Donc, vous pouvez faire une grace letter, une demande de délai, qui va vous donner jusqu'à 3 mois de plus, donc 90 jours pour publier la COP. Et ça, il suffit de faire une lettre dans votre espace. Une lettre que vous pouvez signer vous-même, de l'intégrer grâce au module Grace Letter, et ça vous donnera 90 jours, donc 3 mois de plus pour publier cela. Autre moyen, ça va être le Reporting Cycle Adjustment, donc c'est ce qu'on appelle la demande d'harmonisation. Imaginons, vous êtes arrivé là en octobre, ou alors vous êtes arrivé à une autre période, et en fait, votre rapport annuel RSE, il est prêt chaque année, il est prêt, par exemple, en juin de chaque année, et donc vous voulez harmoniser la date de publication de votre propre rapport RSE avec celle de la COP, donc vous pouvez demander une demande d'harmonisation pour arriver à une date commune entre la COP et votre rapport RSE. Donc ça c'est pareil, c'est une lettre à signer. Donc ça vous donne jusqu'à 9 mois de plus cette fois pour pouvoir faire cela. 11 mois de plus, pardon. Hop. Donc pour aller plus loin, tous les guides sont toujours en ligne. On en a parlé tout à l'heure, ils sont disponibles dans notre espace. Petite parenthèse aussi sur l'utilisation des logos du Global Compact. Il faut savoir qu'il y a plusieurs logos qui sont disponibles. Donc le logo spécial COP, COE, qui est disponible qui est disponible sans autorisation préalable. Donc sur notre site, vous retrouverez l'information. Vous pouvez l'utiliser uniquement dans un rapport et il n'y a pas d'autorisation préalable. Le logo We Support, nous soutenons le Global Compact. Celui-là, il est soumis à autorisation. Il faut faire une demande dans votre espace en ligne. Donc, il y a un onglet Logo Request et c'est pareil, il faut faire la demande. Donc, les conditions, c'est d'être membre du Global Compact, évidemment, être à jour de COP et de cotisation. Et donc, il faut compléter un formulaire en ligne qui dit où est-ce que vous avez l'utilisé, pour quelle raison. Il faut fournir aussi une capture d'écran avec un exemple de logo que vous allez utiliser. Et puis, il faut toujours qu'il y ait la mention depuis 2000 quelque chose, mon entreprise est engagée auprès du Global Compact, etc. Il y a une phrase type à mettre aussi. Et en fonction, donc le Global Compact va valider ou non la demande d'utilisation du logo. Par ailleurs, c'est interdit sur tous les autres logos qui sont listés là, ceux du siège, le nôtre aussi, le Global Compact France, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Hop. Voilà, c'est répété ici.
Et ben voilà, on va passer aux questions. Donc, je vais prendre connaissance des questions et revenir vers vous. Hop. Alors, il y avait donc une première question sur quelle était la date exacte de la publication. Donc, j'imagine que c'est la date de publication de la COP. Et bah, tout dépend du coup quand vous rejoignez Global Compact. Si vous l'avez rejoint, comme j'ai dit, imaginons en avril 2020, et ben le 12 avril 2020, vous devrez publier avant le 12 avril 2021, par exemple. Donc l'idée, c'est ça. Et une fois que vous avez publié la COP, chaque année, ça va redéfinir la nouvelle date un an plus tard. Voilà. Autre question. Avons-nous juste besoin de donner des actions, comme sur la présentation, ou nous devons aller dans le détail de chaque action concrète? Alors ça, sur le niveau de détail, c'est à vous de voir. Nous, on pense que plus vous êtes transparent, plus vous donnez d'informations, plus c'est pertinent. Mais il faut aussi que ça reste quelque chose qui soit communicable et pertinent. Donc après, ça peut être voilà de décrire ce que vous faites, mais on peut aussi faire des liens vers plus de précision ailleurs. Par exemple, voilà, si vous avez une charte éthique qui est présente, bah, n'hésitez pas à faire le lien et juste à décrire bah, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle contient et ce genre de choses. Mais le niveau de détail, il n'y a pas de niveau de détail minimal attendu si vous voulez. C'est juste qu'il faut faire preuve de transparence et montrer les actions pertinentes, mais il n'y a pas de réponse toute faite par rapport à ça. À quelle date devons-nous faire la COP pour 2021? Bah, tout dépend de la date de votre dernière COP, puisque c'est un an après. Sachant qu'aussi, pour information, cette année, si vous aviez une COP publiée entre mars et novembre 2020, en raison de la situation Covid, le siège a donné automatiquement 9 mois de plus. Donc, par exemple, si votre COP elle était attendue en juin 2020, bah, vous avez 9 mois de plus. Donc ça va arriver en 2021 pour le faire. Donc ça décale aussi la date de 9 mois de plus. Donc ça c'est à prendre en compte. Cette information elle est disponible sur votre profil. Mais nous, on vous conseille tout de même de publier quand même la COP qui était attendue donc en 2020 d'ici la fin de l'année, parce qu'on aura sûrement des changements l'année prochaine sur tout ça. Mais alors cette information, donc elle est disponible sur la date d'attente de votre COP, sur votre profil si vous vous connectez, ou en cherchant soit dans Google, vous tapez le nom de votre entreprise Global Compact, soit sur le site du Global Compact, il y a un moteur de recherche, vous tapez le nom de votre entreprise et vous allez retomber sur votre profil public et ça vous indiquera la date. Et vous pouvez toujours me contacter aussi en cas de doute, bien entendu. Une autre question. Alors, je vais essayer de la retrouver. Hop. Alors, excusez-moi, j'ai un petit souci avec le chat. Ok. Est-ce qu'il est mieux de rédiger une COP en un seul document ou avec plusieurs documents et des annexes? Bah, c'est un peu comme vous voulez, c'est la même chose. C'est bien d'avoir un seul document parce que ça permet plus de cohérence. Après, les annexes peuvent être inclus dedans. Ce qui peut être intéressant pour nous, selon nous, la COP, c'est qu'elle soit constituée donc du renouvellement de l'engagement du dirigeant, des thèmes et des indicateurs. Et après, si vous voulez mettre en effet d'autres documents pour justifier qu'ils existent déjà, vous pouvez mettre autant de pièces jointes que vous voulez. Donc, si via votre COP et que vous voulez rajouter une charte éthique ou ce genre de choses, ou un rapport qui est plus communicant, bah, n'hésitez pas à le faire. Après, c'est la COP en tant que telle qui est la plus importante et les autres informations, ça va compléter tout ça. Voilà. Alors, pour le niveau GC Advanced, faut-il obligatoirement se faire auditer en externe? Alors, sur ce niveau Advanced, l'information, donc l'évaluation des informations de la COP par un tiers externe, ça peut s'entendre de plusieurs façons. Soit ça va être en effet un commissaire aux comptes ou un organisme tiers indépendant qui va évaluer cela. Ça peut être aussi via, par exemple, je sais que le label engagé ASE de AFAC 26000, il regarde aussi les documents, il me semble. Et sinon, ça peut être via, nous, on organise des revues par les pairs au sein du club Advanced qui permettent aux entreprises qui sont pas soumises
à la vérification par un tiers externe par la loi de le faire. Mais ça, en fait, pour rejoindre ce club et accéder à ces revues par les pairs, il faut que moi, d'abord, j'évalue si votre entreprise est en capacité d'atteindre ce niveau de reporting et je vous permette d'accéder à ces revues. Mais en tout cas, il y a un audit qui est nécessaire. Donc, soit un audit, soit cette revue par les pairs que nous organisons au Global Compact France. Alors, une question sur où pouvons-nous trouver ce logo en HD. Je ne sais pas de quel logo on parlait, mais c'était peut-être celui du Global Compact. Alors, pour revenir sur les logos, donc on a le logo spécial COP qui est disponible sur notre site. Je vous remettrai le lien avec la présentation. Donc, ça, il est dispo sur notre site et il est en HD, le logo spécial COP. Et les autres logos, donc nous soutenons le Global Compact qui sont soumis à autorisation. C'est via votre profil Global Compact. C'est le siège qui va valider une fois que vous avez répondu aux critères, enfin aux attentes, et voilà, vous avez décrit où vous voulez mettre, etc. Et c'est eux qui vont ensuite vous le renvoyer dans l'espace, donc dans votre espace interne. Donc il est disponible une fois que votre demande a été validée. Une question sur est-ce que la COP va être publiée tous les 2 ans ou chaque année? La communication sur le progrès, donc ça concerne les entreprises, c'est tous les ans. Obligatoirement. Et si vous êtes en retard, voilà, de plusieurs mois, il y a un risque d'exclusion pour défaut de communication. Donc, c'est vraiment tous les ans la communication sur le progrès. Et tous les 2 ans, c'est uniquement pour les organisations à but non lucratif. Voilà. Combien de temps le logo WeSupport est autorisé à la diffusion à partir du moment où il a été accepté? Alors, en fait, c'est une utilisation. C'est une autorisation pour chaque utilisation. Donc, dès que vous avez besoin de renouveler une année ou sur un autre support, il faut refaire une demande. Voilà pour le logo. Avons-nous l'obligation de publier la COP en anglais? Non, il n'y a aucune obligation. Les langues sont complètement libres. Et donc, vous pouvez le faire uniquement en français et en anglais, il n'y a pas d'obligation du tout. Alors, il y a une question que je ne suis pas sûre de comprendre. Vous prenez la date de validation du paiement de la marque. Je comprends pas la question. Alors, je ne sais pas du coup ce que ça voulait dire, excusez-moi. Si on est en fin de la première année, fait-on l'application COP Express ou GC Active? Alors, le mode COP Express, il peut être utilisé de façon... nous, comme je vous disais, on ne préconise pas vraiment de l'utiliser parce que c'est juste répondre à 4 questions sans aucun élément de preuve, sans document. Donc, on ne conseille pas de l'utiliser. Après, si vous êtes très en retard et que vous avez un vrai risque d'exclusion, pourquoi pas, mais revenez vers nous d'abord pour qu'on voit quelle est la situation et si on peut... ce qu'on peut faire pour vous, parce que ça dépend vraiment. Ça dépend de votre niveau de retard, réellement, en fait. Donc, je vous conseille plutôt de revenir vers nous via la boîte contact ou via Anne-Sophie, qui pourra vous répondre sur ça, parce que voilà, on ne conseille pas forcément le mode express, mais il peut être en ultime recours si vraiment vous avez un risque d'exclusion qui intervient très prochainement. Pourquoi pas, mais voilà, c'est plus simple de voir avec nous directement, je dirais. Ensuite, une autre question, pouvons-nous joindre des documents à notre COP, charte éthique, code de conduite, etc. Oui, ça, il n'y a aucun souci et ça montre, voilà, ça fait preuve de beaucoup plus de transparence. Donc, n'hésitez pas à ajouter ces documents, soit des liens hypertextes dans la COP, soit en effet, vous publiez la COP et vous pouvez aussi mettre d'autres pièces jointes, ça c'est tout à fait possible. Donc, la charte éthique, le code de conduite, il n'y a aucun problème et c'est même plutôt une très bonne pratique. Et voilà, je ne vois pas d'autres questions. Hop. Donc, bah, s'il n'y a pas d'autres questions... Ah si, il y en a une autre, excusez-moi. Alors, est-ce qu'il y a une différence dans la COP attendue en termes d'exigences, etc., selon si on est signataire ou participant? Alors ça, c'est
un point intéressant, mais ça n'a pas d'impact sur la COP. Alors, pour information, au Global Compact, depuis 2018, on a ce qu'on appelle 2 niveaux d'engagement, au niveau signataire et participant. Et donc là, on a en fait des contributions, des niveaux de cotisation qui sont différents. Et selon le niveau de cotisation, on va avoir accès à différentes activités. Donc ça c'est signataire participant. Mais par ailleurs, donc ça n'a aucun impact sur le niveau de reporting. C'est-à-dire que le niveau de reporting, il est accessible à tous. Donc que ce soit active, advanced, que vous soyez signataire ou participant, c'est peu importe. Donc il n'y a pas plus d'exigences. Par exemple, si vous êtes au niveau d'engagement participant, donc qui est le niveau qui offre le plus d'activités et qui est plus cher aussi, on va pas vous demander un niveau de reporting plus avancé. C'est pas du tout l'idée. Donc ça, c'est pas lié en fait le niveau de reporting et le niveau d'engagement. Donc pas d'attente particulière selon l'un ou l'autre. Hop, alors je vois pas d'autres questions en effet. Donc dans ce cas, je vais vous souhaiter une bonne journée. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur la boîte contact, à nous appeler pour toute question. Notre newsletter peut aussi vous intéresser. J'espère que voilà, c'était assez clair. N'hésitez pas surtout à aller voir nos guides également pour aller plus loin. Et je vous souhaite une très bonne journée à chacun et chacune et à très bientôt.